Finalement, pour cette troisième partie de direct, politiquement consacrée donc à Boris Johnson, le nouveau Premier ministre britannique qui a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui, succédant à Theresa May. Il a une mission pure et directe, coûte que coûte, aboutir au Brexit d'ici au 31 octobre. 14e chef de gouvernement britannique qui est Boris Johnson. Que va-t-il faire ? C'est ce que nous allons savoir avec notre invité, Dr Cherif Amir. Bonsoir, Dr Cherif. Bonsoir. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Donc, qui est Boris Johnson et est-ce que la communauté internationale s'attendait-elle à sa victoire? Ce conservateur Boris Johnson qui a donc rencontré bien sûr Sa Majesté Elisabeth II aujourd'hui. C'est un politicien britannique très controversé, qui est hors du commun, qu'il était le maire de Londres. La controverse autour de sa personnalité n'est pas uniquement concernant ses actions, mais surtout ses propos. Il est, à l'instar du président américain Donald Trump, sur le Twitter, sur les déclarations qui surprennent les gens sur de nombreuses questions, surtout la relation avec l'Europe. Il était un qui prônait exactement le Brexit à un certain moment. Et je me rappelle très bien que le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel étaient vraiment pas satisfaites à un certain moment que sa voix était entendue parmi les politiciens britanniques sur le Brexit, en favorisant le Brexit. Mais signalons aussi une chose, que le fait de soutenir le Brexit n'était pas du tout un signe qu'il est un ami proche, ou qu'il est déjà un conservateur, qu'il est un ami proche, même dans la personnalité du président américain Donald Trump. Au contraire, en 2016, il a déclaré ouvertement en disant « Je crains que ce type, en parlant de Donald Trump, deviendra président ». Il craint, il a dit « j'espère qu'il ne sera pas ». Il a dit ça. Ensuite, Donald Trump a compris le jeu, il aime très bien jouer le jeu comme ça, avec les propos. Alors, à un certain moment, il y a quelques mois, il a dit, Donald Trump, il a dit à Londres, parce que Boris Johnson était le maire de Londres, il a dit à Londres, il y a des zones où la police ne peut pas pénétrer parce que tout simplement ce sont des zones habitées par la communauté musulmane là-bas et c'est hors de la loi. Alors Boris Johnson, il a dit que ce type, encore une fois, n'est pas apte à être président des États-Unis. Et quelle était, depuis ce matin on a suivi, bien sûr c'était la une de l'actualité internationale, l'élection de Boris Johnson aujourd'hui. Quelle a été la première réaction par exemple des États-Unis après cette élection? Tout d'abord, c'était connu que Boris Johnson allait succéder Theresa May dans le parti. Et c'était clair dès le début. Les Américains n'ont pas vraiment, ou la Maison-Blanche n'a pas vraiment fait une déclaration officielle. Même le président français, il a juste passé rapidement sur le sujet durant une conférence de presse. La Russie uniquement est la seule pays qui a fait une déclaration officielle et l'Iran, c'est très intéressant, par Jawad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien. Oui, vu la tension entre les deux pays qui existe actuellement, c'était assez... même les experts, ils ont dit c'était plutôt pas une félicitation, mais une situation il les taquine en lui disant qu'on espère que vous allez éviter l'escalade, c'est-à-dire qu'ils sont prêts pour l'escalade. Dr Cherif, bien sûr, le Brexit, si Theresa May a, elle, échoué donc, à faire cette sortie du Brexit, alors que aussi 52% des Britanniques sont contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. À votre avis, vous êtes un professeur de relations internationales, vous lisez beaucoup aussi et suivez surtout les réactions, les petites et les réactions de grande ampleur aussi des États et des chefs d'État, des gouvernements peut-être, mais
Est-ce que Boris Johnson pourra-t-il facilement faire sa sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne d'ici au 31 octobre? D'abord, il y a deux choses. La première, non seulement je lis, je consulte beaucoup, non, mais il y a aussi, je contacte des gens qui sont sur le terrain et qui comprennent la situation. Et la surprise, c'est que c'est 52%, c'est un chiffre officiel. Pourquoi ils n'ont pas fait un autre référendum? Parce que la majorité va dire oui, encore une fois, pour Brexit. C'est pour, c'est pas contre. Les médias disent une chose, mais sur le terrain, il y a une autre chose. Oui. Parce que, vu la situation en Europe... Ce chiffre devrait être des médias britanniques? Médias même européens, parce que l'Europe tout entière ne souhaite pas voir l'Angleterre sortir. Bien sûr, mais lorsque j'ai parlé avec des Britanniques qui ont voté contre le Brexit, ils m'ont dit, mais en réalité, nous ne sommes pas vraiment la majorité. Et ils le savent. Et ils disent, c'est pour cela que le référendum n'a pas été refait. Ils disent parce que si ça sera refait, ça peut dépasser les 70% pour dire oui. Et pourquoi les Britanniques souhaiteraient-ils donc sortir de l'Union européenne? C'est une histoire de culture. Les Britanniques sont très différents sur beaucoup de choses avec les Européens, commençant par la monnaie, qu'ils ont refusé de changer le livre sterling. Et aussi, ils ne sont pas vraiment intéressés dans la méthode, le mécanisme de l'Europe. L'Allemagne soutient la France, et puis l'Allemagne soutient la Grèce, et puis l'Italie qui tombe. Eux, ils ne sont pas intéressés de ce fonctionnement. Ils sont des anglo-saxons et ils veulent voir une chose très différente. Ils regardent avec un œil très différent l'Europe. Alors, ils sont intéressés, bien sûr, sur le côté commercial, sur la libre circulation, mais lorsque ça vient pour la politique, ça vient pour la législation, ils ne sont pas du tout intéressés. C'est pour cela qu'il y a une différence là-dessus. Pourtant, alors, parlons sur... Oui, mais si la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni en général, s'intéresse à l'économie, bien sûr, en premier lieu, qui est la force motrice, au fait, de chaque État, alors que l'Union européenne avait un fin surtout économique, lorsque l'Union européenne a été créée, ou fondée même. Aujourd'hui, l'Union européenne s'éloigne un peu de cette idée économique et se concentre plus sur la politique qui ne représente pas aussi une priorité pour le gouvernement britannique. Regardez, il y a 2 jours, le président français Emmanuel Macron effectuait une visite à la Serbie. Et il a fait une déclaration très bizarre, ou pas bizarre, mais honnête. Il a dit que la maison européenne, c'est-à-dire l'Union, est très mal organisée. Très mal organisée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait vraiment de l'Europe actuelle. Comme vous venez de dire, juste titre, ça commence économiquement, mais maintenant on est entré dans d'autres législations, les directives, et même les peuples au sein de l'Europe qui ne sont pas même, parce que l'Angleterre c'est une île, mais eux qui sont en Europe ne sont pas satisfaits. Les Français trouvent qu'il y a trop de directives qui les étouffent, ils sont soumis clairement à l'Allemagne économiquement, et ils sentent vraiment que leurs politiciens, ils sont tous des fonctionnaires à Bruxelles. Alors eux, ils ne veulent pas voir ça. Alors il y a une différence, bien sûr. Il y a une différence sur cette question. Et je crois que Boris Johnson est quelqu'un qui représente, mais il ne le dit pas, le courant des populistes, c'est-à-dire comme en Italie, les gens qui sont contre, qui sont différents. Mais, c'est mon deuxième point que j'aimerais souligner, toujours dans l'histoire politique, les gens qui étaient hors du pouvoir et qui étaient vraiment très durs sur une question quelconque, lorsqu'ils étaient au pouvoir, c'était différent. Regardez, je vous donne un exemple. Dans les années 70, il y avait Henry Kissinger qui était un professeur à Harvard à cette époque. Il était très dur contre le communisme, contre tout le bloc communiste. Le moment où il est devenu secrétaire d'État américain, il a organisé la première visite de Nixon pour la Chine. Et c'était connu par la diplomatie de ping-pong parce qu'ils ont envoyé les joueurs. C'est connu. On a souvent une position avant le pouvoir et une position pendant le pouvoir. Je crois que Boris Johnson sera quand même comme ça. Il va s'asseoir avec Angela Merkel, avec Emmanuel Macron.
il sait très bien les pour et les contre, il sait très bien qu'il ne veut pas trop pousser les médias contre lui parce qu'il a une controverse. Oui. Alors je trouve qu'on va aussi voir une sorte d'apaisement, c'est-à-dire pas vraiment une réconciliation de l'Angleterre, mais comme ils ont dit dans le langage des médias, un divorce qui est vraiment très calme entre les deux parties. C'est-à-dire ils vont décider de quitter les choses comme telles. Lui qui disait tout le temps qu'il fallait le faire brutalement, très rapidement. Il va changer la politique. Bien sûr. Et à votre avis, Dr Cherif, est-ce que la priorité aussi ne sera pas seulement cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, mais aussi cette crise qui existe depuis le mois de mai entre le Royaume-Uni et la Grande-Bretagne, je veux dire, et l'Iran, et les dernières déclarations aussi aujourd'hui du président iranien Hassan Rouhani et de Javid Zaraf hier, le ministre des Affaires étrangères, les tankers en fait britanniques et iraniens. Donc Boris Johnson, à votre avis, va-t-il commencer certainement par la composition de son gouvernement, puis régler ou préparer cet accord de sortie, et parallèlement, bien sûr, il devra aussi se mettre devant cette crise avec l'Iran qui... Je vous laisse continuer la phrase. Cette crise qui est pleine de suspense. Parce que regardez les Iraniens, moi je le dis souvent, ils jouent le jeu de chantage dans le détroit de Hormuz concernant les pétroliers et comment les arrêter et les amener sur leur zone maritime. Il y a juste 24 heures. Bien sûr que les Iraniens, ils ont compris que Boris Johnson sera le Premier ministre. Alors ils ont fait un petit jeu. Ils ont un peu changé le ton avec les dernières déclarations de Hassan Rouhani, alors qu'hier, l'Iran commençait par des avertissements à la Grande-Bretagne. Pas uniquement ça. Ils ont fait, un discours très souple, mais le tanker britannique avait le drapeau britannique, ils l'ont baissé et ils ont remis le drapeau iranien. Ouais. Et ça, c'est pour l'Angleterre, c'est une défiance par l'Iran de exproprier ce navire. Et c'est un message des Iraniens, ils ont double message, leur dire on est prêt à parler, mais on va continuer l'intimidation. Ouais. Je crois que Boris Johnson, il est là. Alors là, c'est plus difficile pour lui que la question de Brexit. Il va falloir qu'il se marginalise avec le Japon, avec l'Allemagne, avec la France, pour essayer un peu de soulager la situation avec l'Iran, à votre avis ? Le conducteur de véhicule maintenant, c'est Donald Trump. Alors celui qui guide le véhicule tout entier. Alors est-ce que Boris Johnson va lui dire « Ah non, je ne veux pas l'escalade » Est-ce qu'il va commencer de dialoguer avec l'Iran? Et s'il commence à dialoguer avec l'Iran, dès aujourd'hui, il y avait le commentaire dans les médias israéliens, est-ce qu'il sera pro-Israël ou contre Israël? Et ça a commencé dès aujourd'hui. Donc le lobby et la pression israélienne existent dans cette question. Donc la pression américaine existe. Et la pression américaine existe, sauf que les Américains et les Israéliens sont très différents sur la question, parce que les Israéliens souhaitent un règlement de ce conflit d'une façon militaire, tandis que Donald Trump, il joue le jeu d'usure, d'argent avec les pays du Golfe. Vous payez plus. Il a dit aujourd'hui. Il a dit moi je ne vais pas protéger le détroit d'Ormuz gratuitement. Il a dit je ne vais pas le faire gratuitement ni pour l'Arabie Saoudite et pour le Golfe. Puis il a dit et pour la Chine. C'est-à-dire dans ce jeu. A été clair. Oui. Alors c'est très différent. Et puis il y a un troisième parti, c'est Boris Johnson qui va venir. Alors Boris Johnson... Il devra donc se rallier, Boris Johnson, automatiquement, je vais dire, avec Donald Trump. Malgré ses déclarations controversées. Il est entre la séduction faite par les Iraniens de venir parler, discuter, pourquoi pas trouver un nouveau package d'accords. Les Iraniens, ils ont effectivement temporisé à cause de l'élection de Boris Johnson ou à cause d'autres raisons? Le ton a changé Bien sûr, ils ont compris dès le départ qu'il y aura un changement
du gouvernement et du leader en Angleterre. Et ils ont compris, et tout le monde savait que ça allait être Boris Johnson parce que ce n'était pas des élections, c'était au sein du parti, c'est lui qui devait accéder. Je crois qu'ils ont très bien calculé ça, mais comme je le dis souvent, les tactiques des Iraniens ne sont pas à long terme parce que tout simplement, Boris Johnson, peut-être il y aura un désaccord avec les Américains aujourd'hui, mais ça réglera tout de suite dans quelques semaines. Oui. Parce que c'est une question d'intérêt de l'Occident tout entier, des puissances occidentales dans cette région. Et là, je crois que peut-être Boris Johnson va appeler au dialogue pour montrer aux Britanniques qu'il n'est pas vraiment un leader très dur, qui veut une escalade, mais voilà. Est-ce qu'il adopte la même... pas attitude, mais le même comportement de Boris Johnson lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères? Ou vous avez peut-être perçu un petit changement? C'est très différent parce que lorsque vous êtes ministre des Affaires étrangères, vous avez une seule route, c'est la diplomatie et le dialogue. Lorsque vous êtes Premier ministre, vous avez sous vos mains le ministère de la Défense qui doit agir, les renseignements, le MI6, et le ministère des Affaires étrangères, et un homologue à la Maison-Blanche. Oui, et un homologue à Moscou aussi. D'accord. Je pense qu'on devra consacrer une émission seulement à l'élection de Boris Johnson, ce Premier ministre britannique. En tout cas, beaucoup à dire concernant ce dossier, la Grande-Bretagne et la sortie de l'Union européenne et aussi la politique étrangère, le dossier épineux Iran-Grande-Bretagne, au milieu États-Unis. Dr Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Paris. Merci beaucoup pour cet enrichissement d'informations, d'éclaircissements aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est donc la fin de cette édition de Direct. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également la réalisation Yasser Naïm, production Dalia Helmi. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.